Permettez-moi de vous parler d'une patiente. Je l'appellerai Marguerite. Elle avait 68 ans, vive comme l'éclair, faisait les mots croisés chaque matin, se souvenait de chaque anniversaire dans sa famille sans consulter un calendrier. Sa fille la décrivait comme le Google humain de notre maison. Puis, environ 18 mois après que son médecin eut ajouté un nouveau médicament à sa routine quotidienne, sa fille m'a appelé en larmes. Marguerite ne se souvenait plus de ce qu'elle avait mangé au petit déjeuner. Elle se perdait en rentrant de la supérette qu'elle fréquentait chaque semaine depuis 20 ans. Dans la même conversation, elle répétait les mêmes questions 3 fois de suite. Son neurologue suspectait une maladie d'Alzheimer précoce. La famille était dévastée. Mais voici quelque chose que personne ne leur a dit, et c'est précisément ce que vous devez entendre maintenant. La démence de Marguerite n'était pas du tout la maladie d'Alzheimer. C'était son armoire à pharmacie. Quand nous avons systématiquement revu ses médicaments et apporté des changements stratégiques sous la guidance de son médecin, Marguerite a commencé à revenir. En 4 mois, elle refaisait ses mots croisés. Ce n'est pas une histoire de miracle, c'est de la médecine préventive. Et aujourd'hui, je vais vous guider à travers les 9 médicaments les plus courants qui pourraient tranquillement, invisiblement, vous voler votre mémoire. Classés des plus fréquemment négligés jusqu'à la combinaison la plus dangereuse dont la plupart des médecins ne vous avertissent jamais. Je suis le docteur François Martin et cette vidéo pourrait être l'une des 20 minutes les plus importantes que vous passerez cette année. Une chose rapide avant de plonger dans le sujet, restez avec moi jusqu'au numéro 1, car le numéro 1 n'est pas du tout un seul médicament. C'est un schéma caché qui affecte en ce moment des millions de personnes âgées et presque personne n'en parle. Allons-y, je veux clarifier quelque chose avant de parcourir cette liste. Je ne vous dis pas d'arrêter vos médicaments. S'il vous plaît, ne faites pas cela sans parler à votre médecin. Ce que je vous dis, c'est que vous avez pleinement le droit de poser des questions, de comprendre ce qui entre dans votre corps et de défendre la santé de votre cerveau. La connaissance n'est pas dangereuse, le silence l'est. Médicament numéro 9, la diphénhydramine. Question. Combien d'entre vous ont en ce moment une petite boîte de Benadryl sur leur table de nuit? Je suppose que vous êtes nombreux, et je comprends tout à fait pourquoi. C'est bon marché, c'est en vente libre et il est marqué « Aide au sommeil » sur l'emballage. Qu'est-ce qui pourrait être nocif? Voici ce que cette petite pilule fait réellement à l'intérieur d'un cerveau de plus de 60 ans. La diphénhydramine appartient à une classe de médicaments appelés anticholinergiques. Et ce mot va beaucoup revenir dans cette vidéo, retenez-le. Les anticholinergiques agissent en bloquant un neurotransmetteur appelé acétylcholine, qui est le principal messager du cerveau pour former des souvenirs, maintenir la concentration et rester alerte. Quand vous êtes jeune, votre cerveau a de l'acétylcholine en abondance. Quand vous avez plus de 60 ans, vous fonctionnez déjà à un niveau de base plus faible. Bloquez encore plus avec un Benadryl quotidien et l'impact est significatif. Une étude phare publiée dans le Journal of the American Geriatric Society a révélé que les adultes âgés utilisant régulièrement de la diphénhydramine faisaient face à un risque substantiellement élevé de déclin cognitif, avec un rétrécissement mesurable des régions cérébrales liées à la mémoire identifiée dans des études d'imagerie cérébrale. La partie sournoise, elle se cache dans des dizaines de produits que vous ne considérez même pas comme des antihistaminiques. Tout ce qui est étiqueté PM, soulagement nocturne ou formule sommeil, contient presque certainement de la diphénhydramine. Que faire à la place? Pour les allergies, demandez à votre médecin des antihistaminiques de 2e génération comme la loratadine ou la cétirizine. Ils ne traversent pas la barrière hémato-encéphalique de la même façon. Nous parlerons d'alternatives plus sûres pour le sommeil plus tard. Médicament numéro 8. Les inhibiteurs de la pompe à protons. Levez la main si on vous a dit que vous deviez prendre un comprimé contre le reflux chaque matin. Et vous le faites
depuis des années sans que personne n'ait jamais suggéré d'essayer d'arrêter. C'est l'une des catégories de médicaments les plus surprescrits dans le monde entier. Le problème n'est pas seulement que les gens en prennent, c'est qu'ils en prennent indéfiniment alors que la plupart étaient conçus pour 8 à 12 semaines d'utilisation. Les inhibiteurs de la pompe à protons réduisent l'acide gastrique. Cela semble simple. Le problème est que votre acide gastrique remplit également une fonction critique. Il extrait et absorbe la vitamine B12 de vos aliments. La B12 n'est pas optionnelle pour la santé du cerveau, elle est essentielle. La carence en B12 est cliniquement liée aux troubles de la mémoire, à la dépression, aux lésions nerveuses et à un schéma de déclin cognitif qui ressemble tellement à la maladie d'Alzheimer précoce que les deux sont parfois confondus même par des médecins expérimentés. Une étude de 2016 dans JAMA Neurology, portant sur plus de 73 000 adultes de 75 ans et plus, a révélé que les utilisateurs à long terme d'IPP avaient un risque 44% plus élevé de développer une démence par rapport aux non-utilisateurs. Et ce n'est pas tout. Des recherches ont également montré que les IPP peuvent accélérer l'accumulation de plaques de bêta-amyloïdes, l'accumulation de protéines toxiques, qui est l'une des caractéristiques définissantes de la maladie d'Alzheimer. Que faire ? Parlez à votre médecin d'une réduction progressive des IPP en utilisant des bloqueurs H2 comme la famotidine comme pont. Les changements alimentaires, repas plus petits, évitez les repas tardifs, élevez légèrement la tête de votre lit, peuvent réduire naturellement et considérablement les symptômes de reflux. Et si vous restez sur des IPP à long terme pour un besoin médical réel, assurez-vous que vos niveaux de B12 et de magnésium sont testés régulièrement. Médicament numéro 7, les médicaments contre les troubles de la vessie. Celui-ci me frustre sincèrement, non pas à cause du médicament lui-même, mais à cause du peu d'informations que les patients reçoivent à son sujet. La vessie hyperactive est un vrai problème, c'est embarrassant. Ça perturbe le sommeil, ça affecte la qualité de vie. Et quand un médecin vous prescrit de l'oxybutynin et vous dit que ça va aider, vous le prenez. Bien sûr que oui, ce que presque personne n'explique, l'oxybutynin est l'un des médicaments anticholinergiques les plus puissants en usage clinique courant. Il n'agit pas seulement sur votre vessie, il traverse la barrière hémato-encéphalique avec une facilité remarquable et interfère directement avec les mêmes systèmes acétylcholinergiques responsables de votre mémoire et de votre apprentissage. Des études ont montré que l'hippocampe, le centre d'archivage de la mémoire du cerveau, présente une réduction de volume mesurable chez les utilisateurs à long terme d'anticholinergiques. Nous parlons d'un changement structurel physique, pas seulement d'une pensée embrumée. Une étude complète de 2019, publiée dans le British Medical Journal, a révélé que les seniors utilisant de forts anticholinergiques, comme l'oxybutynin, pendant plus d'1 an, avaient un risque 49% plus élevé de diagnostic de démence, presque 1 sur 2. La bonne nouvelle, les nouveaux médicaments pour la vessie comme le mirabegron fonctionnent par un mécanisme entièrement différent et présentent un risque cognitif considérablement moindre. Si vous prenez de l'oxybutynin et avez remarqué des changements mentaux, veuillez avoir cette conversation spécifique avec votre urologue ou votre médecin traitant. Médicament numéro 6, les benzodiazépines. Je veux m'arrêter un instant ici car cette catégorie suscite des sentiments très forts et c'est compréhensible. Les benzodiazépines ont aidé des millions de personnes à gérer une anxiété sévère, des crises de panique et des troubles du sommeil. Pour beaucoup, elles ont semblé être une bouée de sauvetage dans des moments désespérément difficiles. Je ne le nie pas. Ce que je vous demande, c'est d'entendre la science. Les benzodiazépines agissent en amplifiant une substance chimique cérébrale appelée GABA, votre signal naturel de calme. Elles sont remarquablement efficaces pour produire un soulagement à court terme. Le problème est ce qui se passe quand ce mécanisme reste enclenché pendant des mois ou des années.
Une étude de 2022, suivant plus de 8000 seniors sur une période de 6 ans, a révélé que ceux qui utilisaient des benzodiazépines pendant plus de 3 mois avaient un risque 101% accru de maladie d'Alzheimer. Le risque était le plus élevé pour les formulations à longue durée d'action comme le diazépam, qui s'accumule dans les tissus graisseux, y compris le tissu cérébral, au fil du temps. L'explication biologique: quand le GABA est chroniquement suramplifié, le cerveau commence à réduire sa propre activité naturelle en réponse. La neuroplasticité, la capacité du cerveau à former de nouvelles connexions, à apprendre et à s'adapter, commence à se détériorer. L'encodage de la mémoire ralentit, la régulation émotionnelle vacille. Et le piège: quand vous essayez d'arrêter, le sevrage est brutal. L'anxiété rebond et l'insomnie peuvent être bien pires, n'empêche-t-il, que les symptômes initiaux, ce qui fait paraître le médicament nécessaire même s'il cause le problème. Important, n'arrêtez jamais les benzodiazépines brusquement. Cela peut être médicalement dangereux. Travaillez avec un médecin sur une réduction lente et supervisée sur des semaines ou des mois. Médicament numéro 5. Les statines. Je veux être prudent ici car les statines sauvent vraiment des vies. Les maladies cardiovasculaires restent le tueur numéro 1 des personnes de plus de 60 ans et pour de nombreux patients, les statines sont appropriées et importantes. Mais voici ce que votre cardiologue ne vous a peut-être pas dit. Votre cerveau est composé de près de 60% de graisse. Le cholestérol n'est pas le méchant qu'on a dépeint dans le contexte du cerveau, c'est une nécessité structurelle. Il forme la gaine de myéline autour de vos fibres nerveuses qui permet aux signaux de voyager rapidement et efficacement. Sans cholestérol adéquat, vos neurones ont du mal à communiquer. La FDA a effectivement mis à jour l'étiquetage des statines en 2012 pour inclure des avertissements sur la perte de mémoire et la confusion comme effet secondaire potentiel. Une analyse de 2023 dans Frontier in Aging Neuroscience a révélé que les seniors de plus de 70 ans utilisant des statines à forte dose pendant plus de 3 années consécutives avaient une augmentation mesurable des troubles cognitifs légers par rapport aux non-utilisateurs. La nuance importante, toutes les statines ne présentent pas le même risque cognitif. Les statines lipophiles, comme la simvastatine et l'atorvastatine, traversent plus facilement la barrière hémato-encéphalique. Les statines hydrophiles, comme la pravastatine et la rosuvastatine, ont montré un impact significativement moindre sur la cognition dans les études comparatives. Que faire ? Si vous prenez une statine et ressentez un brouillard cérébral ou des changements de mémoire, demandez à votre médecin si le passage à une statine hydrophile pourrait offrir une protection cardiovasculaire avec moins d'impact cognitif. Faites également vérifier vos niveaux de CoQ10. Les statines épuisent ce composé qui est essentiel pour l'énergie cellulaire dans le cerveau. Médicament numéro 4, l'amitriptyline. Celui-ci surprend les gens à chaque fois, car l'amitriptyline est souvent prescrite pour des choses qui semblent complètement sans rapport avec la psychiatrie, douleurs nerveuses, prévention de la migraine chronique, fibromyalgie, voire insomnie. Ce qui rend l'amitriptyline particulièrement dangereuse pour les cerveaux vieillissants. C'est l'un des médicaments anticholinergiques les plus puissants encore en usage clinique généralisé. Son affinité pour les récepteurs muscariniques est extrêmement élevée, plus élevée que de nombreux médicaments spécifiquement développés pour la vessie ou le traitement des allergies. Une étude phare de 2015 dans JAMA Internal Medicine, portant sur plus de 3400 adultes âgés de 65 ans et plus, sur une période de 10 ans, a révélé qu'une exposition anticholinergique cumulative élevée, l'amitriptyline étant parmi les principaux contributeurs, était associée à un risque de démence 54% plus élevé. Ce que je trouve le plus troublant,
c'est l'invisibilité des dommages. Il y a rarement un signe d'avertissement dramatique, juste une érosion lente et rampante, des difficultés à trouver ses mots, des problèmes de séquençage, une incapacité croissante à maintenir des pensées complexes. Tout cela est attribué au vieillissement normal pendant des années avant que quelqu'un pense à examiner le médicament. Médicament numéro 3, les antipsychotiques. J'ai besoin que vous prêtiez une attention très particulière à celui-ci, car ce que je vais vous dire se produit chaque jour dans les maisons de retraite, les unités de soins, de la mémoire et les hôpitaux, et la plupart des familles ne le découvrent jamais. Les médicaments antipsychotiques ont été développés pour des conditions psychiatriques graves, la schizophrénie, le trouble bipolaire avec psychose. Ce sont des médicaments puissants qui modifient le cerveau avec un profil d'effets secondaires significatif. Pourtant, aujourd'hui, ils sont régulièrement prescrits hors indication à des patients âgés qui sont simplement confus, agités, nerveux ou difficiles à gérer. Non pas parce qu'ils souffrent de psychose, mais parce qu'ils sont gênants. Je vais le dire encore une fois, il y a des seniors dans des établissements de soins de longue durée qui sont en ce moment sédatés avec des médicaments antipsychotiques, non pas pour leurs bénéfices, mais pour la commodité d'environnement de soins en sous-effectif. La FDA a émis il y a plus d'une décennie un avertissement encadré en noir sur cette pratique, citant un risque accru de décès chez les patients âgés présentant des comportements liés à la démence, et pourtant les prescriptions continuent. Une étude de 2022 dans The Lancet Healthy Longevity, suivant plus de 25 000 adultes âgés, a révélé que les seniors à qui l'on avait donné des antipsychotiques pour des symptômes comportementaux avaient 71% plus de probabilité de connaître une aggravation du déclin cognitif dans les 12 mois, même sans diagnostic préalable de démence. Si vous avez un proche dans un établissement de soins ou si vous-même vous voyez prescrire de la quétiapine ou de la risperidone pour des raisons autres qu'une psychose documentée, posez des questions directes, demandez pourquoi, demandez quel est le plan pour arrêter, demandez quelles interventions comportementales non médicamenteuses ont été essayées. Vous avez droit à ces réponses. Médicament numéro 2, la paroxétine. Celui-ci n'attire pas assez l'attention et il le devrait vraiment. La paroxétine, vendue sous le nom de Paxil ou Deroxa, est classifiée comme un ISRS, inhibiteur sélectif de la recapture de la sérotonine, la même famille de médicaments que le Prozac, le Zoloft et le Lexapro. Et quand les gens entendent ISRS, ils pensent généralement antidépresseurs plus sûrs, modernes, mieux tolérés que les anciens médicaments. C'est vrai pour la plupart des ISRS. La paroxétine est l'exception. Contrairement à tous les autres ISRS, la paroxétine a une activité anticholinergique significative. Cette seule particularité pharmacologique la sépare entièrement de ses semblables, tandis que le Zoloft et le Lexapro laissent l'acétylcholine largement tranquille, le Paxil interfère avec lui d'une façon qui ressemble beaucoup plus aux anciens antidépresseurs tricycliques. Une revue complète de 2021 dans Frontier in Psychiatry a révélé que les patients âgés sous paroxétine présentaient des déclins mesurables de la mémoire à court terme et du rappel verbal dans la première année de traitement, des déclins non observés chez les patients sous d'autres ISRS à des doses comparables. La Société américaine de gériatrie a placé la paroxétine dans ses critères de Beer, une liste officielle de médicaments considérés comme potentiellement inappropriés pour les adultes âgés, spécifiquement en raison de cette préoccupation cognitive. La solution est simple en concept. Si vous prenez du Paxil ou du Deroxa et avez plus de 60 ans, demandez à votre médecin si le passage à la sertraline, l'escitalopram ou un autre ISRS pourrait offrir un bénéfice antidépresseur équivalent sans la charge cognitive anticholinergique. SAT, médicament numéro 1, la polypharmacie anticholinergique. Bien, nous sommes arrivés au numéro 1, et je vous ai dit au début de cette vidéo que ce ne serait pas
un seul médicament. Je veux expliquer exactement pourquoi, car je pense que c'est la chose la plus importante que je dirai dans toute cette vidéo. Chaque médicament sur cette liste, pris seul, pourrait ne causer que des effets cognitifs légers et à peine perceptibles chez certaines personnes. Un peu plus de brouillard cérébral, un peu plus d'oubli, facile à ignorer, facile à attribuer à l'âge. Mais voici ce qui se passe dans le monde réel. Les seniors ne prennent pas un seul médicament. La personne âgée moyenne de plus de 65 ans prend 4 médicaments sur ordonnance ou plus par jour. Beaucoup en prennent 6, 8, 10 ou plus. Une combinaison d'ordonnances, de médicaments en vente libre et de compléments, souvent prescrits par plusieurs médecins différents qui peuvent ne pas avoir une visibilité complète sur les prescriptions des uns et des autres. Quand plusieurs de ces médicaments portent des propriétés anticholinergiques, leurs effets ne s'ajoutent pas seulement les uns aux autres. Les recherches suggèrent qu'ils peuvent se multiplier. Une analyse de 2022 dans Age and Aging, suivant plus de 280 000 adultes âgés, a révélé que ceux ayant la charge anticholinergique la plus élevée avaient un risque 120% plus élevé de développer une démence sur une période de 10 ans. Le double du risque normal à cause de pilules, des pilules dont la plupart n'avaient jamais été averties en termes de risque cognitif. Imaginez une femme de 70 ans, appelons-la Simone. Elle prend du Benadryl PM chaque nuit pour dormir. Elle prend de l'oxybutynin pour la vessie. On lui a récemment prescrit de l'amitriptyline pour les douleurs nerveuses dans les pieds et elle prend un médicament contre les brûlures d'estomac en vente libre chaque matin. 3 des 4 sont anticholinergiques. Chacun d'eux, selon ses différents prescripteurs, est approprié et sûr. Ensemble, son score de charge anticholinergique peut se situer dans une plage cliniquement associée à un risque significatif de démence. Et personne, pas un seul médecin, pas un seul pharmacien, n'a fait le calcul à sa place. Ce n'est pas un cas hypothétique. C'est Simone, c'est Marguerite, c'est votre voisine, votre mère, votre époux ou épouse. Le terme médical pour cela est polypharmacie, spécifiquement polypharmacie anticholinergique. Et c'est peut-être le facteur le plus sous-rapporté des symptômes ressemblant à la démence dans la population âgée aujourd'hui. Maintenant, entendez ceci clairement. Le déclin cognitif induit par les médicaments est souvent réversible. Je l'ai vu personnellement, quand la charge médicamenteuse est identifiée et systématiquement réduite sous une supervision médicale appropriée, beaucoup de patients connaissent un remarquable recouvrement de la clarté mentale. La mémoire revient, la personnalité réapparaît, le brouillard se lève. Votre cerveau n'est pas un organe passif, il est adaptatif, résilient,